Maintenant, j'espère que la connexion va être meilleure. J'étais obligé de partir en mode téléphone. Avant de commencer, je dis déjà merci à chacun d'entre vous, tous ceux qui ont pris le temps de me souhaiter joyeux anniversaire. J'avais oublié que quand on est sur Facebook, c'est très facile qu'on sache quand les gens sont réellement nés. Donc, merci à tous ceux-là qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. C'est avec beaucoup de joie que j'ai pris vos vœux. Ça fait plaisir. Même comme ça fait aussi peur, ça fait un pas de plus vers la mort peut-être parce que l'anniversaire, c'est pas toujours seulement devenir vieux ou bien festoyer, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Et je remercie tous les messages que j'ai reçus. Il y a des messages que j'ai reçus qui étaient vraiment motivants, qui amènent à comprendre que voilà, on prend de l'âge, on prend des responsabilités et il faut s'accrocher à ses valeurs, il faut rester accroché aux valeurs qu'on défend. Et c'est la détermination là dont j'avais besoin en fait. Donc elle m'a vraiment aidé. Merci encore pour tous ceux qui ont passé ce genre de message. Je voulais aussi prendre le temps d'échanger avec vous pour que nous nous fixions de nouvelles bases. Donc pour moi c'est un nouveau début parce que c'est une année nouvelle, c'est pour moi une nouvelle opportunité. Je renouvelle comme ça ainsi la volonté de dire merci déjà à toutes les forces en marche pour que nous puissions festoyer cette année de plus. Mais cette année de plus doit aussi être basée sur une redynamisation de notre combat. Que vous compreniez que je redynamise encore ma volonté de combattre pour que le Cameroun soit un pays libre, pour que le Cameroun soit un pays pas émergent en 2035, mais que l'émergence du Cameroun commence le plus tôt possible. Je suis tombé aujourd'hui sur une musique qui m'a vraiment interpellé, qui m'a touché dans mon plus propre. Il s'agit d'une chanson dont j'ai extrait le titre et les paroles sont tellement fortes, elle est tellement bien écrite cette chanson et je sais que parmi vous beaucoup de personnes parfois s'intéressent plus à la qualité des chansons comme ce que notre ami du Cameroun fait. Il s'appelle comment le lion du Sud, Nyangonon, qui a une chanson qui chante parfois sans tout avoir comment dirais-je, les titres de Nyangonon ne m'intéressent pas, tout comme la chanson de beaucoup de Cameroun ne m'intéresse pas. Mais quand je vois quelque chose d'intéressant, je m'arrête pour vous partager ça, pour partager avec vous et vous dire merci à toi Gaston. Je m'arrête pour faire un instant de partage avec vous et je ne pouvais pas passer à côté de cette chanson sans vous partager le contenu. Donc c'est pour ça que je vous prie de prendre un peu le temps d'écouter ce texte-là. Vous allez voir comment est-ce que c'est important de faire bien le travail qu'on fait, comment c'est important de prendre la peine de passer un message aux gens. Alors, dans notre communauté, surtout la communauté des Noirs, nous avons le malheur qu'on ne s'écoute pas. On écoute toujours ce qui vient généralement d'autres personnes qui parfois n'ont rien à voir avec les intérêts que nous défendons, avec les idéaux qui sont les nôtres. Donc l'artiste, il s'appelle Kerry James et il est en France, je crois qu'il est français, originaire du Sénégal. Et il est d'un pragmatisme musical à nul autre pareil. Quand il pose des mots sur des mots, on ne peut que dire merci. Parce que ce genre de spectacles musicaux, on ne les vit pas tous les jours. Et c'est pas à tout le monde c'est pas tout le monde qui a la chance de tomber sur ce genre de texte-là. Donc, j'ai mis le texte là en intitulé. Pour ceux qui ont le temps, vous pouvez lire. C'est un texte tellement fort, tellement intéressant que je ne pouvais ne pas le partager avec vous. Et quand vous lisez ce texte, vous êtes dans, comment dire, vous comprenez exactement que ce que le Cameroun fait aujourd'hui, ce que la jeunesse camerounaise fait aujourd'hui, on est aujourd'hui en train d'entrer dans les schémas, les grands schémas du combat mondial, les grands schémas du conflit des générations qui depuis des années opposaient et les panafricanistes et les eurocentristes et comment dire, entre les colons et les colonisés, entre les impérialistes et les anti-impérialistes. Et c'est tellement intéressant parce que ce genre de message, vous ne les lirez pas à l'université.
Ce genre de messages, vous ne les aurez jamais dans les grandes facultés, encore moins dans les écoles. Vous ne les aurez jamais dans la bouche d'un politicien, vous ne l'aurez pas dans la bouche de qui que ce soit qui tente d'avoir une idéologie, qui tente d'être suivi par le monde. Donc, moi, c'était tellement intéressant parce que ça s'inscrit exactement dans le schéma de pensée du temps que nous avons vécu jusqu'ici, ou bien que nos aïeux ont eu jusqu'ici. Donc, c'est un message que je vous prie de prendre le temps d'écouter, de lire. Lisez-le. Il faut que ce message passe, qu'il soit fort en vous, qu'il retentisse en vous. Parce que moi, c'est un message qui est arrivé jusqu'à mon être et j'ai salué ce travail-là. Donc, il dit, il y aura toujours quelqu'un de plus fort que vous. Il y aura toujours un de plus riche. Il y aura toujours, quelqu'un qui aura un avantage par rapport à vous. Mais à quoi bon mener au score dans un jeu où tout le monde triche? Vous connaissez tout ce qui se passe dans notre révolution. Vous connaissez ce qui se passe dans notre combat, dans notre lutte. Vous connaissez ce qui se passe au Cameroun. C'est un jeu où tout le monde triche. Les gens trichent pourquoi? Est-ce qu'il s'agit de rassembler ou est-ce qu'il s'agit de rassembler à tout le monde à part à nous-mêmes? On est dans une lutte aujourd'hui où personne ne veut être lui-même, personne ne veut être soi-même, personne ne veut prendre un moment pour dire aux gens que non, voici qui je suis, voici ce que je suis, voici mes idéaux, voici les intérêts que je défends. Non, les gens tentent parfois d'aller au-delà de leur personne, de toujours chercher à devenir, à ressembler à l'autre. Et pourtant, ce n'est pas ça le plus important. Et c'est la même chose que nos frères font au Cameroun. Au Cameroun, bonsoir à toi, Conis Nana. Au Cameroun, nous, on se plaint tout le temps que nos frères ne sont pas capables de se défendre. Ils ne sont pas capables de défendre ce que nous voulons qu'ils défendent. Ils ne sont pas capables de permettre à ce que la lutte que nous engageons aujourd'hui puisse mener un changement au Cameroun. On se plaint tout le temps parce qu'on estime que nos frères ne défendent pas les idéaux que nous voulons qu'ils défendent. Et bien pourquoi? Parce que au Cameroun, ils ont des idéaux. Leurs idéaux, ce n'est pas d'être eux-mêmes, mais c'est de nous ressembler, nous, de la diaspora. Et c'est avec raison, parce que nous, dans la diaspora, quand on est là, on arrive, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie des photos avec des grosses voitures, on leur envoie des photos avec sur la plage, on leur envoie des images qui, en réalité, ne défendent pas l'image que nous voulons que nos frères défendent. Alors, peut-être c'est quoi? Le plus important, c'est de partir en bain. C'est d'aller en bain, de partir jouer au football, de partir faire ci. Parce que tout le monde qui souffre en Europe, tout le monde qui souffre dans les Amériques, partout dans le monde, ne va jamais mettre une image sur les réseaux sociaux pour dire que ici en Europe, nous on souffre. Non. Bain c'est le paradis, l'Europe c'est le paradis. Et c'est ça l'image que nous donnons à nos frères. Parce qu'on ne prend jamais la peine de s'auto-critiquer, parce qu'on ne prend jamais la peine de se présenter tel qu'on est, parce qu'on ne prend jamais la peine d'accepter même les critiques. On est celui d'Mbeng, on est l'Européen. Et quand on est en Europe, nous les grands, on ne peut donc pas nous critiquer. Pourquoi? Parce que c'est nous qui envoyons l'argent au Cameroun. Parce que c'est nous qui déterminons comment est-ce qu'on va faire n'importe quoi au Cameroun. Parce qu'on a de l'argent. Parce qu'on est le tonton, la tata de la diaspora. On a le dernier mot. On est devenus des dictateurs de la pensée dans nos propres familles. On est devenus des dictateurs de la pensée dans nos propres familles. Et c'est pour ça que de vouloir que Paul Biya doit commencer par le fait que nous-mêmes, on chasse le dictateur, le tyran qui est en nous. C'est à ça que je vous appelle aujourd'hui. D'où le titre de ma vidéo, comment dire, basé sur la liberté. Apprenons à nous libérer nous-mêmes, mes frères. Merci encore pour tous les vœux de bonheur. Merci encore à tous pour les vœux d'anniversaire. Apprenons à nous libérer nous-mêmes. Chaque jour qui passe doit être une nouvelle vie pour vous. Que chaque soir, quand vous vous couchez, que vous vous demandiez qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui aille dans le sens du développement de mes proches et de mon pays. Chaque matin, quand vous vous levez, vous devez être capable de dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de façon que le Camerounais que je vais voir sur mon chemin se sente bien et qu'il n'oublie pas ce jour. C'est ça l'intérêt d'échanger avec des gens. C'est ça l'intérêt d'apprendre des gens. C'est ça l'intérêt de vouloir se présenter sous son meilleur jour. Il y a une histoire qui m'a particulièrement touché. C'est une petite anecdote. Hein. C'est une histoire qui a été racontée, que j'ai lu quelque part. Je vais vous la raconter à la première personne. Donc, je vais la raconter comme si c'est moi qui avais écrit cette histoire. Mais je vous dis d'abord,
de la base que ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire que j'ai lue quelque part. Mais je vais vous la raconter en utilisant jeu, parce que quand on parle de jeu au présent, les gens se sentent plus touchés par ce qu'on dit. Donc, j'étais quelque part, je devais voyager. Alors, j'arrive à l'aéroport, je me rends compte que non, je dois prendre, j'ai encore quelques temps avant l'embarquement, j'avais tout fait déjà en ligne. Donc, j'avais fait le check-in en ligne et tout, donc je n'avais pas de pression. Il me restait exactement 15 minutes. Alors, je savais que j'ai 15 minutes pour soit me promener dans l'aéroport, discuter avec des amis, appeler quelqu'un par téléphone, échanger. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer quelque chose? Il y avait là à côté un petit kiosque là de Starbucks. Je ne sais pas si vous connaissez Starbucks, c'est une multinationale qui vend les cafés, les produits de restauration. Alors, je dis, je ne suis jamais allé dans Starbucks. Il faut que j'aille un peu voir ce que Starbucks propose. Juste comme ça, j'ai 15 minutes, donc je peux faire ce que je veux. Alors, je m'en vais dans Starbucks, je commande un café. Il y avait une longue file, un long rang là. Je me dis, mais pourquoi la queue est aussi longue que ça? Alors, bref, j'arrive donc devant la femme qui servait. Elle me regarde. Elle me dit bonjour, monsieur. Je dis bonjour. Je croyais qu'avec le rang qu'il y avait derrière moi, elle devait aller être pressée. Elle devait être pressée et demander, oui, qu'est-ce que tu veux et tout, comme d'habitude, comme tout le monde le ferait. Elle me dit bonjour, monsieur. Je dis bonjour. Elle me regarde. Elle dit, waouh, j'aime la façon que vous êtes habillé. Je dis merci. Elle demande, est-ce que ça a une connotation particulière? Parce que j'avais une veste avec des motifs africains. Elle me dit, est-ce que ça a une connotation particulière? Je dis, pas vraiment, mais c'est quelque chose qui me permet de savourer mon africanité. Elle dit, waouh, c'est intéressant. C'est rare de trouver des personnes qui sont déterminées de représenter leur origine de cette façon-là, avec l'ancienne mode et la nouvelle mode que sont les vestes et tout aujourd'hui. C'est bien, c'est intéressant. Quel est votre nom? Comment je peux vous appeler? Je dis, appelez-moi Jean-Pierre. Elle dit, waouh, Jean-Pierre, c'est un très beau prénom. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire Jean-Pierre sur votre café. Comme ça, vous pouvez l'amener où que vous alliez. Vous avez un entretien certainement aujourd'hui ou bien pourquoi vous êtes bien habillé comme ça? Alors, je commence une discussion avec la femme. Et derrière nous, il y a des personnes, de nombreuses personnes. Et quand elle me remet le café, elle me dit, rendez-vous la prochaine fois quand vous allez revenir dans cet aéroport. Je dis, ok, sans problème, je m'en vais. Mais au fur et à mesure que j'avance dans l'aéroport, je me dis, mais c'était quoi ça en fait? C'était un café extraordinaire que j'avais acheté. Un café qui portait et mon nom et la joie que la femme m'avait donnée. À travers le café, elle ne m'a pas vendu seulement l'entreprise, mais elle m'avait vendu la joie. Elle m'avait vendu le succès, elle m'avait vendu l'assurance. Je sortais de là, pas avec un café de 2 euros, mais je sortais de là avec de la joie moins chère, avec de la bonne humeur, avec de la motivation. C'est ce qu'elle m'a vendu à travers cette communication, cette conversation que nous avons eue. Et c'est comme ça qu'on change son monde. C'est comme ça qu'on change son environnement. Oui, c'est vrai, c'est un peu de la motivation que je fais parce que le Camerounais a réellement besoin de motivation. Si vous êtes capable de communiquer, communiquez avec des stratégies qui n'ont jamais été mises sur pied. Si vous voulez communiquer avec des stratégies qui ont été mises sur pied, utilisez-les d'une façon qui n'a jamais été utilisée jusqu'à aujourd'hui. Soyez l'innovation dans votre domaine. Soyez l'innovation dans votre façon de penser. Si tout le monde fait les vidéos Facebook avec des jeans destroy, avec des t-shirts percés, décidez de faire des vidéos Facebook en vous mettant sur votre 31. Si tout le monde fait les vidéos Facebook en se mettant sur leur 31, faites une vidéo Facebook en allant sur votre 31, mais en apportant des idées qui sont différentes de ce qui est toujours mis sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. Si le combat, la révolution camerounaise, c'est pour venir faire la même chose que tous ceux qui étaient là depuis, à votre œil, à votre façon de regarder, si c'est le cas pour vous, mais vous n'apportez rien de nouveau à cette lutte-là. Soyez toujours les instruments de l'innovation. Soyez toujours des personnes par lesquelles le changement passe. Si on a dans cette révolution des personnes qui sont des engins et des instruments du changement, s'ils sont 20, ils disent seulement 20, on aura 20 leaders. On aura 20 leaders, on aura 20 leaders d'opinion, 20 personnes qui vont être capables à tout moment donné d'apporter la différence. Quand vous vous alignez, vous tous parfois pour acheter des tickets pour aller dans les terrains de football, ce n'est pas par hasard. C'est parce que
sur Terre, on est environ 7 milliards, peut-être plus même déjà. Imaginez-vous le nombre de footballeurs qu'il y a sur Terre. Ils sont nombreux, tellement de footballeurs. Imaginez-vous combien de footballeurs talentueux existent sur Terre. Ils sont nombreux, qui ont même plus que le talent de Lionel Messi, qui ont même plus que le talent de Cristiano Ronaldo, de Samuel Eto'o ou de quiconque en Afrique. Ils sont nombreux. Mais pourquoi ils ne sont pas vus? Peut-être parce que le promoteur, peut-être parce que le agent commercial fait les choses de la même façon que les autres font. Pourquoi est-ce que l'Afrique aujourd'hui a du mal à décoller? Peut-être parce que nous tentons de prendre les mêmes voies que nos anciens, que ceux qui vivent aujourd'hui, que ceux qui sont ailleurs essayent de prendre. Essayons de trouver de nouvelles routes. Essayons même de redéfinir l'Afrique. Essayons même de redéfinir le Cameroun. Je n'ai jamais vu un homme noir depuis que je suis né. Je n'ai jamais vu un homme noir. Je sais qu'il y a des hommes bruns. Moi, je ne suis pas noir. La veste que je porte est noire. Mais on s'est accepté comme tel parce qu'on n'a pas voulu redéfinir les choses à notre façon. On est dans un monde où tout appartient à l'homme. Mais l'homme n'appartient à personne. Pourquoi on dit ma femme et pourtant ce n'est pas nous qui l'avons créé? Pourquoi on dit mon mari et pourtant ce n'est pas nous qui avons créé cet homme? Vous ne savez même pas d'où vient l'expression mon. D'où vient mari? Mais vous dites mon mari, vous vous appropriez un être humain. La façon dont nous regardons le monde, la façon dont vous présentez le monde à vos enfants, ne détermine pas seulement leur vie, mais détermine la vie des personnes qui seront autour d'elles. Quand vous voyez le monde de cette façon, vous n'éduquez plus les enfants par hasard. Vous ne laissez plus l'éducation de l'enfant à quelqu'un. Vous ne laissez plus le maître ou bien la maîtresse de l'école décider de la réflexion et de la façon dont votre enfant va voir votre pays. Quand vous regardez le monde de cette façon, vous ne partez plus aux élections parce que vous voulez partir choisir un président. Vous partez parce que vous voulez choisir des idées qui vont permettre à votre pays d'être plus grand. Le président que vous choisissez n'est pas celui qui va diriger le pays, non. C'est celui par lequel les politiques que vous avez acceptées dans son programme politique vont être développées, mises sur pied. C'est ça la liberté, mes frères. C'est ça la liberté. La liberté, c'est le pouvoir de pouvoir déterminer la ligne de vie que vous souhaitez. C'est la possibilité de choisir ce que vous voulez pour votre futur. L'homme africain a été défini par d'autres peuples. L'homme noir a été déterminé par d'autres peuples. C'est pour ça que aujourd'hui, à la clé, au centre de tous les débats, au barreau de la vie humaine, la personne qui tient le marteau comme le juge, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas le maître d'école, ni la maîtresse d'école, ce n'est pas le professeur de lycée, ni de l'université. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas votre mère ni votre père. C'est la politique. La religion avant était au centre de tout. Mais la religion a été battue, a été mise en brèche par la politique. Mais depuis que la politique a pris les choses en main, je vous rappelle qu'il y avait une époque où on parlait tout était basé sur la norme religieuse. Big up au général, big up. Le prochain message que tu vas faire de cette nature, je vais te virer de ma page. Je ne suis pas ici pour la promotion de qui que ce soit. Donc, si tu veux faire une promotion à elle chez nous, va le faire sur sa page. Je suis dans un mouvement qui porte le nom de la révolution, pas parce que dedans il y a une formation pour être commandant ou général, c'est pas important.
Je suis en train de vous expliquer que la lutte que nous avons engagée, je dis la lutte, je ne dis pas la révolution, je ne dis pas la résistance, je dis la lutte que nous avons mis sur pied est une lutte, je vais prendre des personnes bientôt, donnez-moi quelques secondes, je vous en prie. La lutte que nous avons engagée est une lutte qui n'est pas une lutte seulement basée au Cameroun ou bien en Afrique. C'est une lutte extrêmement importante parce que nous sommes des acteurs d'un conflit qui est plus vieux que nous. Le conflit auquel nous sommes aujourd'hui invités est un conflit qui a commencé avant que vos parents et nos parents ne naissent. Il faut comprendre que nous ne serons pas les leaders de cette lutte. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments de cette lutte qui a commencé depuis les champs, les plantations de canne à sucre. C'est de ça que je suis en train de vouloir vous parler. Quand vous allez comprendre que la lutte que nous faisons aujourd'hui, c'est la représentation, c'est la preuve que la graine, que des personnes comme Marcus Garvey, comme Kwame Nkrumah, comme Kinta Kunte, comme le roi Tika, comme Samori Touré, ont planté en nous, sont en train de germer. Et c'est ces graines-là qui nous obligent à s'interroger sur la nature de notre existence sur cette terre. Il y a une phrase qu'on dit tout le temps au Cameroun. Je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres. Vous n'êtes pas venu sur terre accompagner les autres. Chaque matin quand vous vous levez, dites-vous ça. Est-ce que je suis venu sur terre accompagner les autres? Est-ce que je suis venu sur terre pour faire les assalamalek devant les Blancs, devant les Européens, devant les gens riches? Dites-vous ça chaque matin. Votre vie va prendre un autre sens. Votre vie va prendre une nouvelle tournure. Aujourd'hui, je fais uniquement de la motivation. Vous avez besoin, pas des psychologues, non. Vous avez besoin de la motivation. Vous avez besoin de la détermination, de l'autodétermination. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous remettre au cœur du débat. Toutes ces personnes, vous et moi, qui sommes ici en Europe, on a fait quel concours pour arriver en Europe? Est-ce qu'on est plus méritant que ceux qui sont au Cameroun, que ceux qui meurent de faim en Somalie? Quel est le concours que vous et moi avons passé pour obtenir le visa, puisque vous et moi ne savons même pas par quelle alchimie on obtient un visa, surtout quand on est noir. Je vous rappelle qu'il est plus difficile d'avoir un visa quand on est en Afrique que quand on est en Europe. Une fois que vous êtes en Europe, vous pouvez avoir le visa pour n'importe quel monde, pour n'importe quel pays. Mais quand vous êtes en Afrique, même si vous venez de l'Europe, vous aurez du mal à obtenir des visas. Parce que vous êtes dans le mauvais côté. Vous êtes sur le mauvais côté de l'océan. Il y en a qui sont bien nés. Ils n'ont pour seule raison de leur richesse, de leur bien-être, que d'avoir été, que d'être nés en Europe, en France, en Allemagne, au Canada, en Amérique. Voilà la seule chose qu'ils ont fait. Voilà l'exploit qu'ils ont fait. Vous naissez dans une famille dont l'État a, pendant des générations et des générations, spolié, volé, arnaqué, pillé systématiquement et politiquement les ressources vitales d'autres groupements humains. Vous avez, bonsoir à toi Mafou, vous avez pour seul exploit de vous pavaner en Europe, d'aller dans les restaurants, montrer comment vous vivez bien, croiser des jambes, montrer à quel point vous êtes riche, à quel point vous avez de grosses voitures et des gros diplômes, qui en réalité ne démontrent qu'à quel point vous êtes déphasé de votre identité. Le vrai Africain, pour moi, ce n'est pas celui-là qui vient dire j'ai un master en ça, j'ai un doctorat en ci, j'ai un doctorat en ça. Ça ne nous intéresse pas. Tant que ton continent souffre. Qu'est-ce que ton master, qu'est-ce que ton doctorat, qu'est-ce que ton professorat, ton agrégation
à apporter au Cameroun. Je m'adresse ici particulièrement aux étudiants camerounais vivant dans les territoires européens. Il faut comprendre ceci. Vous ne venez pas en Europe apprendre des diplômes pour servir votre pays. Ce n'est pas le but. Si c'était le cas, les mêmes universités qui vous donnent des diplômes, des accréditations, des agrégations, peuvent vous recommander dans des universités africaines. Mais non. L'université de Yaoundé, avec tous les professeurs que cette université a, tous les professeurs que cette université a, je parle de Yaoundé premier, Guaykele, à Angola, à 30%, je dis 30% de professeurs qui travaillent en Guaykele et qui vivent au Cameroun. Ça veut dire des professeurs qui donnent cours à Yaoundé et qui sont de Yaoundé et qui restent à Yaoundé toute l'année. Ça veut dire 2 semestres. Le reste, 70%, vous savez où ils sont? Vous savez d'où ils gagnent l'argent? De l'Europe, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de partout, sauf du Cameroun. Et ils sont inscrits au Cameroun comme fonctionnaires et chaque mois qui passe, chaque semestre qui passe, ils vont toucher de l'argent. Mais ils ne font pas cours. Si parmi vous, il y a des étudiants de Yaoundé, il faut prendre le temps de le dire. Nous avons commencé une révolution politique en Europe. Ce n'est pas pour que vous compreniez que c'est la politique qui va tout changer. Non. Le changement commence par votre chambre. Levez-vous le matin, regardez votre chambre et demandez-vous, est-ce que c'est comme ça que je dirigerai un pays, comme je gère ma chambre? Vous allez commencer à être ordonné. Demandez-vous avant de sortir de votre porte, de votre chambre. Est-ce que c'est de cette façon que je vais laisser mon état, l'état de mon pays, si je suis dirigeant de mon pays? Vous allez commencer à avoir la discipline, la responsabilité. Commencez à être comment dire, commencez à être des justiciers, des avocats de votre propre vie. Commencez à devenir les plus grands critiques de votre propre vie. Quand vous vous critiquez vous-même, vous ne parlez pas de quelqu'un d'autre par hasard. Vous n'êtes pas dans l'imposture. Bien sûr, plusieurs donnent des cours, ils donnent des cours. Je vais vous donner une petite histoire, une histoire personnelle qui va comment dire, illustrer ce dont je viens de vous parler par rapport au professeur. Il y a quelques années au Cameroun, j'ai quelques amis qui allaient venir au Cameroun pour étudier. Alors, ils allaient venir au Cameroun pour étudier et ça se passe toujours avec l'entremaide, avec l'aide des professeurs universitaires du Cameroun. Et pour le cas, c'était celui de Yaoundé. Alors, il y avait un professeur dont je vais taire le nom ici, qui avait donc arrangé cette, comment dire, cette exclusion estudiantine, quoi. Donc, ça veut dire en Europe, il y a ce qu'on appelle le semestre à l'étranger. Donc, vous pouvez faire un semestre à l'étranger qui va être à la fin de vos études noté et pris, comment dire, valoir de ce que de droit, comme on dit parfois. Donc, ça va servir comme étant une justification que vous avez fait un semestre à l'étranger. Et pour le cas des études donc, telles que l'ethnologie, l'histoire, tout ça, c'est important. Alors, ces personnes donc devaient quitter l'Allemagne pour le Cameroun et devaient faire des semestres là-bas. Alors, il y avait un contact qui était un professeur de Yaoundé. Alors, ils arrivent au Cameroun. Avant que le semestre ne finisse, ils ne voient plus le monsieur. Le monsieur leur donnait cours, hein. Le monsieur leur donnait cours. Mais avant la fin du semestre, le monsieur ne vient plus. Personne ne le voit. Le monsieur donnait cours aussi en Allemagne. Ça veut dire qu'il vient, il fait peut-être 2-3 cours au Cameroun. Après, il prend l'avion, il va en Allemagne. Il a la bonne vie, il a des femmes, il a à manger, il a tout, il est tranquille, quoi. Il prend ses billets, 2-3-4 billets tous les soirs. Il appelle sa famille, le paradis. Et pendant ce temps, ses étudiants sont au Cameroun. Ils n'ont pas de cours. Et ça, c'est le fer de lance de la nation. Ils n'ont pas de cours. C'est normal. Tout le monde s'habitue. On sait que c'est comme ça. Et la personne, alors, mon contact qui était de l'Allemagne, qui était au Cameroun dans ce cadre des études-là, m'appelle et me dit, mais pourquoi on ne fait pas cours de telles choses? Je dis que, mais vas-y, demande à ton professeur, demande à ton département.
Dans le département, on lui dit que non, le professeur a des indisponibilités, il ne peut pas être là. Bref, elle a la chance d'avoir cette information-là. Alors, deuxième semestre, elle dit, bon, le Cameroun, ça m'intéresse, je vais continuer mes études au Cameroun, je vais faire 2 semestres. Le deuxième semestre, le monsieur ne vient toujours pas. Et il est l'un des doyens de cette faculté-là. Il n'est pas là. 1 semestre, 2 semestres, c'est bizarre. Alors, plus tard, quand la personne repart au Cameroun donc pour ses études, pour ses expériences, ses recherches, elle demande, mais le professeur, il est où en question? Il dit que mais le professeur, il est mort depuis 2014. J'espère que vous comprenez un peu. Le monsieur est mort depuis 2014. Ça veut dire que quelques semaines après l'arrivée au Cameroun, le monsieur est décédé. Mais le monsieur, à l'heure où je vous parle, son nom est encore inscrit dans le registre des professeurs de Ngouaikele. Il touche un salaire. Voilà le Cameroun que nous avons. Je vous dis que je ne vous dis pas, ce ne sont pas des racontages. Je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, pour ceux qui ont fait la faculté de l'ethnologie en Ngouaikele, c'est à côté du lycée général Leclerc. Le monsieur donnait cours là-bas. Il est mort depuis 2014, mais son nom est dans les registres. Il touche un salaire. Peut-être c'est pour l'accompagner au paradis. Peut-être Dieu a besoin d'argent au paradis. Donc vous comprenez que si en tant que professeur d'université, vous qui éduquez les enfants, vous qui encadrez les futurs leaders du Cameroun, vous n'êtes pas capable de dire non au pain sale. Vous n'êtes pas capable de dire non à l'huile de la sardine. Vous espérez quoi? Vous croyez que vous pouvez vous lever comme Eric Onanguini, cet handicapé de l'intellectualisme, qui arrive à passer devant les médias pour dire à la jeunesse camerounaise ce que nous sommes censés faire. Lui qui est un échec, il est un échec de fond en comble de ce que c'est qu'être intellectuel, et il s'érige aujourd'hui en donneur de leçons à un peuple qui l'a trompé, à un peuple qui l'a trahi par la secte, par l'intellectualisme, par, par le monopole de la scène académique au Cameroun. Ces messieurs réussissent à vouloir nous dire ce que nous on doit faire. Et aussi vrai que ces personnes, Mathias Eriko Onanguini, Cabral Libi, toutes ces personnes-là, qui sentent à des kilomètres, et même par téléphone quand je suis leurs vidéos, et dis même par téléphone, j'ai l'huile de la sardine qui me remonte dans les narines. J'ai l'huile de la sardine. Quand je sais qu'il y a un sardinat quelque part, l'huile de la sardine arrive jusqu'ici par le téléphone. Donc, il faut que vous compreniez. La dictature de la pensée qui est orchestrée au Cameroun arrive aussi jusque chez nous ici dans la diaspora. Il faut que vous compreniez qu'un monsieur qui a fait des coups bas avec des recteurs d'université ne peut pas être un président au Cameroun. Il faut que vous compreniez que des messieurs qui ont trahi la cause des étudiants ne peuvent pas défendre la jeunesse au Cameroun, même s'ils sont jeunes. Il faut que vous compreniez, le Cameroun a grand besoin d'une renaissance. Le professeur Maurice Kamto est le plus grand motivateur personnel que je connaisse. Écoutez les discours de ce monsieur. Écoutez ses discours. Il ne parle pas aux politiciens. Il ne parle pas aux Camerounais que vous êtes. Il parle aux Camerounais qui est emprisonné dans votre corps. Il parle au subconscient qui est dans votre tête, qui d'une façon subjective, d'une façon subliminale, a été emprisonné, encastré, mis en quarantaine dans une prison au fin fond de votre subconscient. C'est à ce Camerounais-là que M. Kamto parle. C'est pour ça que son message n'arrive pas dans la tête de tout le monde. C'est pour ça qu'on ne comprend pas que son message a plusieurs étapes. Monsieur Kamto, quand il parle, l'enfant de 6 ans va comprendre ce qu'il dit. L'enfant de 18 ans va comprendre ce qu'il dit. L'enfant de 60 ans va comprendre ce qu'il dit. L'enfant de 100 ans va comprendre ce qu'il dit. Mais tous ces enfants-là ne vont pas comprendre l'importance ou bien le message de M. Kamto à tous les degrés dont il a voulu faire comprendre le message. Pourquoi je vous le dis?
Parce que chaque jour, parfois, quand j'ai le temps de relire son programme politique, je cherche les erreurs. Je cherche les manquements. Je vous assure, j'ai du mal à en trouver. Oui, il y en a, il n'est pas parfait. Il y en a. Il y en a. Je peux vous dire ce que j'ai trouvé qui manquait. Mais, si je prends le programme politique de Paul Biya, seulement la couverture est une erreur. Seulement la couverture, la première des couvertures est une erreur. La première. Il n'y a même plus besoin d'ouvrir. Parce que la simple question de savoir qu'est-ce qu'il va nous proposer qu'il n'a pas pu mettre sur pied en 37 ans. La simple question là va m'empêcher même de penser à vouloir même prendre son programme, son projet politique. Parce que son projet politique, ce n'est plus un projet, c'est une justification de la dictature. Et on n'a pas besoin de ça. Donc je dis ici, apprenez à devenir libre. C'est un devoir. Vous êtes obligé de devenir libre. Parce que vous êtes responsable des actions que vous posez. Et le Cameroun actuel, ce qui s'est passé en Suisse, ce qui va se passer bientôt, c'est la conséquence de l'éducation parentale, c'est la conséquence de l'irresponsabilité des professeurs d'école, c'est la conséquence de l'irresponsabilité des professeurs d'université, c'est la conséquence de l'irresponsabilité des politiciens. C'est la conséquence de votre irresponsabilité et de notre irresponsabilité. Parce que nous n'avons jamais pris le temps d'assumer notre liberté. On vous voit partout, quand il faille apprendre aux enfants ce que c'est que la philosophie, dit que cogito ergo sum, je pense dont je suis. Vous pensez à quoi? Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, voilà à quoi les gens pensent. Oh, la laideur de ça, ceci, de ça. Voilà à quoi les Camerounais pensent. Pendant que vous croyez que vous pensez, il y a d'autres personnes qui, elles, font des choses comme ça. Elles écrivent des livres. Elles publient des ouvrages. Elles cherchent des concepts. Elles imaginent leur ville. Elles imaginent leur pays. Elles imaginent leur continent. Pendant ça, nous, les Camerounais, cogito ergo sum. Vous devenez grand professeur de l'université parce que vous êtes basé sur la thèse de quelqu'un qui n'a ni d'intérêt pour votre pays, ni d'intérêt pour votre région, ni d'intérêt pour votre continent. Monsieur Mathias Konangini, toi qui es l'expert politologue par référence du Cameroun, tes thèses sont basées sur quel Africain? Sur quel Africain? Quelle est la position politique que tu peux prendre pour enseigner la politique à un Africain? Un monsieur qui réussit à diviser le Cameroun comme lui n'a même pas sa place dans la société camerounaise. Mais le gouvernement camerounais le met comme professeur d'université. Mes amis de soi, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous, pas parce que vous continuez de prendre les cours de monsieur Mathias Konangini, mais j'ai pitié de vous parce que vous croyez que les diplômes que vous allez prendre, les diplômes qui seront sanctionnés par les notes, la justification, l'appréciation d'un monsieur comme celui-là, vous croyez que vous pouvez être crédible où? Devant quel vrai Camerounais? Dis-moi qui t'a appris, je dirai ce que tu es capable de faire. Je suis aujourd'hui à l'école du professeur Kamto. Parce qu'on apprend que la plus grande école, c'est l'école de la vie. Je regarde la vie de ce monsieur. Et on me rappelle, je vous rappelle aussi que le moment le plus important de votre vie est divisé en deux parties. Les premiers et les derniers. Monsieur Kamto a un certain âge. Ça veut dire que dans les normes, s'il est président, c'est clair qu'il est en train de partir au soir de sa vie. Les gens comme vous et moi, on est au matin de notre vie. Ce qui se passe entre les deux, c'est la préparation que vous faites pour la transition de votre jeunesse à votre vieillesse. Mais nous, la jeunesse du Cameroun, les étudiants de Ngouaikeli de Soa, qu'est-ce que vous avez fait pour préparer votre vieillesse? Qu'est-ce que vous faites
pour préparer votre vieillesse. Je ne parle même pas de vos enfants alors. Qu'est-ce que vous faites pour éviter de tomber dans les mêmes problèmes que les parents que je vois chaque jour alignés à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale? Je souligne prévoyance. Ça prévoit quoi? Pour qui? Combien de Camerounais sont inscrits à la CNPS aujourd'hui? La CNPS parle en milliards. La CNPS parle en milliards. Mais au Cameroun, on n'a pas un asile comment on dit, des vieux, ce qu'on appelle les Seniorenheim en Allemagne. Ce sont des maisons pour des personnes du troisième âge. Il n'y en a pas au Cameroun. Il n'y en a pas. Vous pouvez voler les milliards, mais ça vous coûte quoi de demander un partenariat, par exemple, à l'Agence française de développement, cette merde-là qui est située en face de la gendarmerie nationale du Cameroun? Elle sert à quoi au Cameroun? À part donner l'argent pour que des projets soient financés qui finissent encore dans la poche des ministres. Est-ce qu'elle ne le sait pas? Mais pourquoi elle continue de financer? Pourquoi la France, avec ses organisations de développement, continue de financer alors qu'elle sait que cet argent finit dans la poche des ministres et des personnes? C'est parce que c'est un deal. C'est parce que c'est un deal, c'est un business. Ne nous prenez pas pour des fous. Et je sais que vous, les jeunes Camerounais du Cameroun, vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas idiots, vous n'êtes pas dupes. Commencez à faire sortir le monstre par là où il est entré. Commencez à boycotter les professeurs qui ne prennent pas position par rapport à cette situation politique au Cameroun. Voilà. Commencez à prendre votre liberté en main. Vous êtes condamné à être libre. Si vous n'êtes pas libre de choisir, vous allez être libre de subir. Vous allez être libre de subir. On est obligé de choisir. Même ne pas choisir, c'est choisir ne pas choisir. Alors ne venez plus avec l'argument, je ne fais pas la politique, non. Même la nourriture que vous mangez est politique. Pourquoi vous mangez les goyaves pourris alors que les meilleurs goyaves du Cameroun sont exportés pour la France? C'est pas politique ça? Le déplacement, ça veut dire vous levez le matin, aller à l'école à pied, c'est politique. La marque c'est Kabanga, c'est une marque de voiture que le Ghana a mis sur pied, qui existe, que les gens conduisent, qui est faite en Afrique, au Ghana, l'ancienne Gold Coast. Gold Coast parce qu'il y avait des colons là-bas qui ont dit que le Ghana c'est la côte de l'or. Il faut aller s'enrichir les poches d'or. C'est pour vous dire que le colon a la main mise sur eux. Ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel, qui sont nées parce qu'il fallait mettre les Africains toujours dos au mur pour qu'ils soient obligés de demander toujours l'aide de la Banque mondiale et du FMI, a touché le Ghana. Mais ils ont réussi à mettre des entreprises sur pied. Le Nigeria fabrique des drones. Le Cameroun, même l'OPEP. Il dit même l'OPEP, même une voiture gâtée, réparer, c'est des problèmes. Vous avez au Cameroun quelqu'un qui a eu l'exploit d'agencer des pièces de voiture, de mettre sur pied une voiture pour le Cameroun et qui n'est pas respecté juste pour une seule raison. Parce qu'il est bamilqué. Parce qu'il est bamilqué. Depuis quand l'appartenance culturelle joue un rôle dans la création? Depuis quand cela joue un rôle dans la création? Monsieur Jacques Famdongo, ancien journaliste, dis-moi ce que tu as publié au Cameroun pour les journalistes. Un seul livre. Un seul livre. J'ai fait toute ma formation au Cameroun. Je n'ai pas lu un ouvrage de ce monsieur-là, de ce professeur. Un ministre d'État de surcroît. J'ai fait toute ma formation au Cameroun. J'étais dans plusieurs pays d'Afrique dans le cadre de ma formation. J'étais au Ghana.
au Ghana, à l'une de Journalist School de Kumasi. Là-bas, vous avez des ouvrages qui sont écrits par des Ghanéens. Vous avez des étudiants qui sont auteurs des mémoires, qui sont auteurs des manuscrits, des manuels, de ce qu'on appelle les annales de journalisme. Monsieur Jafam Dongo, expert en informatique et en ordinateur, qu'est-ce que tu as produit dans le domaine de ta compétence pour aider le Cameroun? Tu as dit que tu es la chose de Paul Biya. Voilà l'exploit communicationnel que tu as réalisé. L'autre avait dit zéro mot. Tu as réussi à dire Paul Biya. Tu es la créature de Paul Biya. Tu as créé un mot, le biaïsme, pour déterminer l'incompétence du gouvernement dont tu fais partie. On peut parler de tous les ministres comme ça. Le seul, l'un des seuls, il y en a certainement d'autres, qui a réussi à faire quelque chose d'intéressant, c'est Mwele Kombi. Mwele Kombi a écrit des ouvrages qui aident à comprendre ce que c'est que la littérature. C'est dans son domaine. Parlons de notre ministre de la Communication. Le ministre de la Communication au Cameroun, c'est le monsieur là qui détermine quelle est la communication du pays, comment est-ce qu'on doit communiquer, comment est-ce qu'on doit auto-réguler ou bien réguler la communication et l'information au Cameroun. René Emmanuel Sadi, littéraire de ton état, dis-moi le nom d'un ouvrage que tu as fait pour aider la littérature au Cameroun. Depuis que je suis né au Cameroun, je n'ai jamais lu une citation de René Emmanuel Sadi quelque part. Si vous avez lu, pardon, dites-moi. Depuis que j'ai commencé par la littérature, j'ai entendu parler des Camerounais qui sont déjà morts. Ville cruelle. Même basse sur le Cameroun. Isaboto. Voilà quelqu'un qui a écrit pour le Cameroun. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Qu'en est-il de vous, les littéraires vivants du Cameroun? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Donc, si quelqu'un devait nous donner des leçons, tout le gouvernement de Paul Biya, épargnez-nous. Épargnez-nous. Parce que de vous tous, il n'y a pas une seule personne qui soit capable de nous donner des leçons. Encore moins des invectives. Je dis encore moins des invectives. J'ai reçu une lettre de nos institutions ici en Allemagne qui venait de la police fédérale. Dans cette lettre, ils me disent que désormais, ils vont me mettre à disposition un numéro que je vais appeler en cas de menace imminente ou bien imminente. Je ne vais pas vous dire dans quel contexte j'ai reçu ce genre de discussion, de missive, mais cette lettre m'a fait réfléchir. J'ai commencé à chercher et je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit que il y a des personnes qui sont en Europe pour faire disparaître ceux que vous connaissez, les combattants. Ils n'ont pas décidé d'attaquer des personnes qui font beaucoup de bruit, pour que vous compreniez de quoi je parle. Ils ont décidé d'attaquer des soldats de l'ombre, les soldats de la pensée. Ils ont décidé d'attaquer ceux-là qui veulent faire la lutte, mais avec une stratégie derrière. Ils ont envie de couper la source qui permet à la révolution, à la lutte que nous faisons, de réfléchir. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le viseur. Parmi ces personnes, il y a Collins Nana, il y a Daniel Essissima, il y a Fils du Planteur, Calibri Calibro qui arrive aussi, je ne sais pas trop pourquoi. Il y a beaucoup de personnes des États-Unis, il y a beaucoup de personnes de France, mais j'étais surpris de voir que Marc Seigneur Yvonne n'apparaisse pas sur la liste. Je ne sais pas pourquoi. La liste, je n'ai pas eu dans sa totalité. Vous comprenez, c'est une discussion que j'ai eue et on m'a donné quelques noms. Je dis ça ici pour que vous sachiez que vous qui élaborez des stratégies, la plupart d'entre vous dont les numéros étaient dans le téléphone de Martin Taillot, il y a des communications qui ont été relues, qui ont été, comment dire, copiées, et partant de là, on connaît quels sont les domaines d'action de certaines personnes vis-à-vis de Martin Taillot, des personnes qui avaient des stratégies, les groupes auxquels Martin Taillot faisait partie, où il y avait des personnes qui apportaient des stratégies, ces personnes sont suivies parce qu'on tente de couper le flux.
intellectuelle de notre lutte. Des personnes qui ont des communications avec des professeurs comme Franklin Nyamsi, des personnes qui ont des communications avec des personnes comme J. Mingono, faites attention où vous mettez les pieds. Je vous rappelle qu'il y a un Camerounais qui est mort aux États-Unis d'accident. Vous connaissez bien l'histoire. Il y a des accidents qui peuvent se passer. Il y a des voitures qui peuvent aller plus vite qu'il ne faut. Il y a des personnes qui peuvent vous prendre quelque part, éviter d'aller seul dans les endroits. Évitez de boire avec n'importe qui. C'est malheureux de le dire au XXIe siècle. Évitez de faire n'importe quoi. Évitez de faire n'importe quoi. Vous avez certainement remarqué, ça c'est la deuxième partie de mon live que je commence là. Nous avons, comme je vous l'ai dit, ça fait quelques semaines, engagé des discussions avec l'État de l'Allemagne, avec quelques sénateurs, quelques députés, pour voir dans quelle option on pouvait couper le flux financier du Cameroun. Parce qu'il y a une loi qui interdit de financer les pays en guerre. Le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en guerre. Et pour tous d'entre vous qui reviennent encore et qui réussissent à me demander pourquoi je fais ça, et qui réussissent à me demander pourquoi je travaille avec le professeur Patrice Ngana, je vais encore vous rappeler ça. Parce qu'on me l'a demandé, c'est un politicien allemand qui me l'a demandé, ça veut dire que les Camerounais tentent de m'empêcher. Je ne suis pas seul dans cette affaire. Je suis avec Kamwa la Panthère dans cette affaire. Je suis avec d'autres personnes dont je ne vous dirai pas les noms. Mais je vous avais dit que moi, je me désolidarisais de certains mouvements pour travailler maintenant dans un domaine que je maîtrise, que je connais mieux. Parce que dans ce domaine-là, on a des discours, on a des faits. Par contre, dans certains autres mouvements, on a des personnes qui parlent, qui enregistrent les communications des autres et moi, je ne suis pas dans les coups bas. Donc, je suis dans un niveau où on se dit les vérités en face. Partant de là, donc, il y a des Camerounais, particulièrement basés en Allemagne, je vais vous donner les noms plus tard, qui réussissent à appeler les politiciens avec lesquels nous, on tente de travailler pour trouver des solutions aux problèmes camerounais. Ils réussissent à appeler pour nous discréditer. Et ce qu'ils oublient, c'est que le fort de l'homme blanc, c'est d'utiliser l'homme noir contre l'homme noir. Ça peut réussir, que vous réussissiez à nous empêcher, à m'empêcher de faire ce que je veux faire. Mais à qui ça profite? À vous? À vos enfants? À vos familles au Cameroun? Ça profite à qui? Ça profite à qui? Les gens que vous tentez d'éliminer aujourd'hui, avec l'aide d'Ahmed Kamer, il faut le dire, Ahmed Kamer est l'une des personnes qui discutent avec des combattants, entre guillemets, combattants, ceux qui font la lutte que nous faisons. Ahmed, arrêtez de parler avec Ahmed Kamer. Je vous le dis. Ce qui vous fait croire, il vous dit que non, il y a l'opinion politique, il y a l'opinion, arrêtez ça. On ne peut pas suivre quelqu'un comme Paul Biya et ne pas être capable de donner le nom de quelqu'un pour qu'on le fasse tuer. Ahmed Kamer est l'une des personnes qui donne le nom de ceux qui sont dans cette lutte-là. Parce que la plupart est là avec des noms, des pseudonymes, sont là avec des alias. Mais une fois que ce genre de personnes se rapprochent de vous, ils sont des liens avec lesquels on vous piste sur vos téléphones. Évitez ça. Évitez ça. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une communication que j'ai eue avec le commissaire Zogo depuis des mois et des mois et des mois. Mais je n'ai jamais mis ça en ligne. Parce que je lui avais dit, je vais publier ce genre d'informations. Il y a mon confrère qui est en France, de JMTV, qui a fait sortir quelques ébauches de communication avec Zogo. Vous comprenez comment les gens travaillent dans l'ombre. Est-ce que cela profite au Cameroun? Est-ce que cela profite au Cameroun? Est-ce que ça vous profite, vous, de la diaspora? Ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne. Mais eux, ils s'en fichent. Mais magistralement, ils s'en fichent, eux. Parce que le plus important pour eux, c'est qu'eux, ils aient les poches pleines. Même si c'est seulement aujourd'hui. Je vous ai parlé d'un projet qu'on avait mis sur pied dans le domaine
politique au Cameroun. Je vous ai dit au début de la deuxième partie qu'on a discuté avec quelques politiciens allemands et suisses et autrichiens sur la question. Il y a des propositions qui ont été faites. Alors, on est sur la bonne voie. Les pourparlers continuent. Mais je vous rassure que le projet que nous avons mis sur pied, qui était d'élaborer, de faire de façon que la diaspora camerounaise ait des députés, des pôles de députés de la diaspora vont être mis sur pied au Cameroun. On va faire tout ce qui est possible pour que cela fonctionne. S'il faille même que nous de la diaspora, on choisisse même de mettre sur pied un parti politique qui va avoir pour unique raison d'être de battre le fer jusqu'à ce que nous ayons la possibilité en tant que Camerounais de la diaspora d'avoir aussi la main sur les affaires de notre pays, nous le ferons. On a besoin d'avoir des députés qui vont défendre les intérêts de tous les Camerounais. Quand on quitte le Cameroun, on ne quitte pas la nationalité camerounaise. Je connais des Camerounais qui, depuis près de 40 ans, vivent en Europe, mais qui ont toujours leur passeport camerounais. Est-ce qu'il y a plus grande preuve d'amour pour son pays? Vous connaissez les avantages qu'on a quand on jette ce passeport-là. Mais des gens décident de garder leur nationalité. Au moins pour cela, on devrait permettre que ces personnes aient le respect qui leur est dû. Et comment est-ce qu'on peut donc permettre que ces personnes-là mettent le potentiel qu'ils ont réellement en faveur du Cameroun, si on ne donne pas des députés qui sont capables de défendre les intérêts de ces personnes-là? Quand vous êtes Camerounais, vous perdez votre nationalité, vous perdez certains droits du sol au Cameroun. Vous perdez certains droits en tant qu'investisseur au Cameroun. C'est pour ça que ça devient, soit tu aimes le Cameroun, soit tu quittes le Cameroun. Mais des gens ont réussi à aimer le Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je réitère ce que j'ai dit il y a pratiquement un mois. J'avais dit à toutes les personnes qui sont dans cette lutte, je suis prêt à organiser et l'espace et les circonstances pour que nous fassions une grande discussion. J'avais appelé ça la deuxième conférence de Berlin, qui ne sera pas là seulement parce qu'on veut dire, faisons partie Paul Biya. Même si Paul Biya est là, trouvons des mécanismes susceptibles d'aider l'environnement camerounais. Si on avait utilisé les mêmes moyens de répression qu'on utilise aujourd'hui pour faire passer une loi au Cameroun, même avec Paul Biya, nous l'aurons fait. Nous l'aurions fait, je vous le jure. Parce que si aujourd'hui, les près de 700 personnes qui sont en prison sont en vie, ce n'est pas parce que les Camerounais du Cameroun ont beaucoup fait. C'est parce que la diaspora a battu, a martelé, a crié, a violenté, a montré aux yeux du monde quelle était la réelle force de frappe de la diaspora. Ce n'est pas une première. Je vous rappelle que la diaspora, le mot diaspora vient de l'Israël, des Juifs. C'était la première diaspora. Je vous ai dit qu'il n'y a jamais la diaspora allemande, ça n'existe pas. Parce qu'ils se sentent bien chez eux. Il n'y a pas la diaspora française, ça n'existe pas. La diaspora, c'est toujours dans le contexte des pays qui ont besoin de l'étranger pour se développer. Du moins fondamentalement. On a besoin des députés pour défendre les intérêts de la diaspora au Cameroun. Sinon, on n'aura jamais d'entreprise au Cameroun qui va permettre au Cameroun d'avoir un nom. Regardez le cas de l'entreprise qui a quitté le Cameroun pour aller s'installer ailleurs. Parce que l'environnement était nuisible. Parce que l'environnement était nuisible à l'évolution. On vous parle d'émergence à l'horizon 2035. On n'est même pas capable de permettre à quelqu'un de mettre deux papins par terre pour que le Cameroun soit beau. Vous savez comment on fait pour acheter un terrain au Cameroun? Vous savez combien de terrains le gouvernement de Paul Biya, Mbagangele, le terrain sur lequel tu n'es pas ton terrain, c'est le terrain de mon père. Et il le sait. Ce sont des bandits
qui utilisent le seul pouvoir politique qu'ils ont pour pour s'approprier les biens des autres. Et la justice avec eux. Est-ce que vous savez que sur 100% des problèmes au Cameroun, sur le domaine foncier, sur le domaine de l'immobilier, 90, je dis 90, concernent des personnes, des juges, des avocats, des greffiers, des ministres. Toutes ces personnes-là sont les personnes qui sont les plus touchées par le vol des terres des gens, les loyers qu'ils ne payent pas, les maisons qu'ils prennent en location et qu'ils tentent d'arracher. Voilà les personnes qui sont censées défendre ce genre d'exaction, qui sont à 90% responsables de cette situation au Cameroun. On n'a pas besoin, un ministère de la diaspora, c'est bon. Il faut faire la différence entre l'important et le nécessaire. Il est important d'avoir un ministère de la diaspora au Cameroun. Parce que le mot diaspora commence à avoir son importance. Parce qu'on comprend qu'on ne peut plus faire la politique sans la diaspora. Parce qu'on comprend qu'on ne peut plus décider sans la diaspora. Il faut un ministère de la diaspora. Où? Au Cameroun? La diaspora est où? Au Cameroun? Non. C'est pour ça que la diaspora n'a pas raison d'être au Cameroun. Est-ce qu'il va falloir que je quitte l'Allemagne pour aller au Cameroun, au ministère de la diaspora, pour demander justice par rapport au problème qui se passe à la diaspora? Non. Est-ce que une situation comme celle-ci, s'il y avait le ministère de la diaspora au Cameroun, tous les gars du ministère de la diaspora seraient en prison aujourd'hui? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il faut avoir un pouvoir qui est à l'écart de cette sorcellerie qui est pratiquée au Cameroun. Parce que le Cameroun a peur d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur et qui est loin de sa force, comment on dit, de son champ d'influence. La diaspora doit être en quelque sorte un peu, je dis un peu, dans certaines mesures, comme le Congrès en Amérique. Ça veut dire, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le Sénat, mais c'est les deux. C'est les deux. Donc, il faut comprendre que on arrive à un moment de l'existence humaine où on doit redéfinir la politique. On a besoin de ces diasporas-là. Si on a des députés de la diaspora, les ambassadeurs vont commencer à rendre des comptes réels à la diaspora. Vous imaginez que pour obtenir un visa, pour un Allemand, c'est 2 semaines maximum. 2 semaines. Je vous rappelle que parfois ça va même plus vite. Il y a les visas express qui vont plus vite. 2 semaines. Vous savez combien d'années des Camerounais attendent pour obtenir les visas allemands? Ce n'est pas une politique de la pierre et de l'œil. Non, ce n'est pas une politique de œil pour œil, dent pour dent. Non. C'est une politique de l'équité. Je ne dis pas de l'égalité, mais je dis de l'équité. Il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Si on commence à sanctionner cette facilitation que les ambassadeurs d'ici ont vis-à-vis des Européens, et quand un Camerounais naturalisé allemand demande le même visa, je vous assure qu'il envoie des vertes et des pas mûres. Il a fallu que j'attende 4 mois et demi pour avoir mon passeport. 4 mois et demi pour avoir mon passeport. Vous commencez à comprendre dans quel genre de système on fonctionne. Mais s'il y a des personnes qui sont capables de venir prendre des personnes comme cela, une seule interview, un seul reportage suffirait à faire tomber toute la corruption au Cameroun. Moi, je vous le dis. Et si les autorités camerounaises en doutent, je mets ma crédibilité en jeu que 3 mois, on fait disparaître, on réduit la corruption au Cameroun et même dans la diaspora de moitié. De 50%. C'est facile. C'est tellement facile. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de volonté d'arrêter la corruption. Jamais. Donc, quand je parle des députés de la diaspora, ce n'est pas un projet qui est basé seulement sur les députés, non. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne de pensée. On va créer des médias qui seront en Europe, mais qui n'auront rien à voir avec les ministères de la communication du Cameroun. Ils seront indépendants. On ne va prendre là-bas que des journalistes indépendants.
on va faire des journalistes sans frontières pour les Camerounais. Ils vont chercher même jusque dans les caleçons des ambassadeurs pour voir s'ils volent l'argent des Camerounais. Ils vont commencer à respecter les citoyens camerounais. C'est comme ça qu'on fait changer un pays. C'est comme ça qu'on fait changer un pays. Vous dites que on a besoin, on va vous donner un ministère de la diaspora. On s'en fout du ministère de la diaspora. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important, c'est bien, merci. Mais nous, on veut quelque chose d'équitable. On veut quelque chose de clair. Donc, vous comprenez, dans un pays, dans des circonstances où les gens attendent 1 an pour avoir le passeport, s'il y a seulement un seul député qui vient voir l'ambassadeur et dit que le cas de monsieur, du monsieur là, est-ce qu'il a donné son dossier? Oui. Son dossier est complet? Oui. Pourquoi il attend son passeport depuis près de 2 mois? Pourquoi il attend son passeport depuis? Vous tous qui êtes en Allemagne, et si quelqu'un peut me prouver le contraire, qui demande la parole? En Allemagne, en France, quand vous partez demander votre passeport, vous payez les frais d'envoi de votre passeport par la poste. Oui ou non? Oui. L'argent là, en Allemagne, si vous avez reçu votre passeport par la poste, pardon, dites-moi que je sache. Parce que depuis que je suis en Allemagne, je n'ai jamais reçu mon passeport par la poste. Les Camerounais qui ont payé l'argent pour l'expédition de leur passeport sont encore obligés de payer les frais de déplacement de leur ville. Je vous rappelle que de Munich à Berlin, c'est plus de 8 heures de voyage. Ils doivent payer 8 heures aller pour récupérer leur passeport. Et parfois, ils ne sont même pas sûrs que leur passeport est là. Ils arrivent à 9 heures, vont attendre jusqu'à 17 heures, 18 heures, avoir leur passeport pour négocier encore le voyage-retour. Voilà les conditions dans lesquelles on fait voyager. On coupe la lumière à l'ambassade du Cameroun à Berlin. Pour ceux qui doutent, c'était en mai 2018. La dernière fois qu'on a coupé la lumière à l'ambassade. C'est moi qui suis parti avec des éléments techniques de l'ambassade pour tenter de toucher les boutons ci et là pour que la lumière revienne. Pour tous ceux qui ont demandé les visas dans cette période-là, vous vous rappelez, mai, avril, on a coupé la lumière dans cette ambassade. C'est pour vous dire que l'ambassade du Cameroun en France, en Allemagne, c'est la déportation des mentalités des bureaucrates camerounais dans l'Allemagne, dans la France. Quand vous entrez à l'ambassade du Cameroun, peu importe où vous êtes, vous vous sentez au Cameroun. Pourquoi? Parce que rien ne marche. Vous avez une file d'attente qui est immense. Vous avez des fonctionnaires qui sont là, qui ne savent même pas que la seule raison pour laquelle ils ont de l'argent sur leur compte, c'est parce qu'ils sont censés servir les Camerounais. Il faut qu'on leur rappelle un peu. C'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui vont faire la police de ces institutions-là dans la diaspora pour nous. Les messieurs qui travaillent à la douane vont avoir dans leur bureau des personnes qui vont travailler pour la diaspora aussi. On n'invente pas les taxes comme ça. On n'invente pas la douane. Vous avez une voiture qui coûte 2 000, 5 000 euros ici. Vous l'envoyez au Cameroun, vous devez payer 6 fois le même prix. Mais ça a quel sens? Et deux fois, on ne t'interpelle même pas disant le passeport est là. Oui, on ne te tient pas pour faire ton passeport là. Donc, c'est pour vous faire comprendre que mes frères, le changement au Cameroun, ce n'est pas une affaire seulement de Paul Biya. Pour tous ceux qui passent le temps à dire qu'on veut l'alternance sans alternative, là, voilà les alternatives que je vous donne. Et c'est comme ça dans beaucoup de domaines. Dans le domaine universitaire au Cameroun, on va rétablir ce qu'on appelle le Parlement des étudiants. Les étudiants vont désormais faire partie, en tant que corps constitutionnel, de l'observatoire des élections présidentielles. Dans un pays où la jeunesse représente près de 70%, on n'a pas de représentants académiques pendant les élections présidentielles. Et pourtant, c'est eux qui nous dirigent, qui est la majorité. Je vous rappelle qu'en démocratie, c'est la volonté de la majorité qui prime. L'institution académique doit déterminer le choix des candidats aux élections. Il faut que vous le compreniez. Vous les étudiants de Yaoundé 1, de Yaoundé 2, de partout, comprenez quel est le vrai pouvoir des étudiants. Les partis politiques, comme le RDPC, doivent avoir des représentations dans les universités. Parce que
Dans l'université, on doit chercher aussi des étudiants qui ont la possibilité d'agir dans le Parlement, d'agir dans les institutions camerounaises. Mais au Cameroun, ça passe par, parce que Ateba appelait la nustocratie. Ça passe par des réseaux pédophiles. Ça passe par des sectes. Voilà comment ils choisissent le génie au Cameroun. En tuant le génie. En frustrant les génies. Les Camerounais doivent apprendre à avoir des responsabilités. À Yaoundé, on crée une représentation administrative des jeunes. À l'université de Yaoundé 1, Yaoundé 2. Que les étudiants commencent à faire des réunions comme des ministres. Ils s'asseyent, ils réfléchissent sur des questions parlementaires. Que lorsqu'on va voter une loi, que les jeunes aussi réussissent à s'asseoir et dire que par rapport à cette loi-là, par rapport à cette loi-là, nous on est contre. Et que ça pèse aussi parce que c'est la majorité qui a dit. Dans le domaine sanitaire, on doit faire des syndicats qui défendent les droits des docteurs. On doit faire des syndicats qui défendent les malades. Vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, on vous soigne mal, vous portez plainte, le syndicat reprend votre affaire, on sanctionne le docteur là comme il se faut, comme il se doit. Il est sanctionné peut-être pour 5 mois, 6 mois sans travailler. Je vous assure, quand il va encore revoir un hôpital, il va dire merci, merci à tout le monde. Il va respecter le patient. C'est comme ça qu'on fait changer un pays. Au niveau de la corruption au Cameroun, dans les voitures, on impose les caméras. On impose les caméras dans les voitures. Chaque taxi, chaque voiture qui voyage, les agences de voyage là, qui sont les victimes des racketages systématiques et systématisés des policiers en route, on les impose des caméras dans leur voiture. On oblige à chaque policier qui va en patrouille d'avoir une caméra sur lui. On va voir comment ils vont créer un autre langage pour prendre l'argent. Quand on va voir à la télévision nationale que c'est M. Mbaga ou bien Mme Ngoufak, la voisine ou le voisin là, qui est parti voler, qui est parti racketter les taximens en route à la télévision nationale, on va voir qu'il aura une sanction avec une image à l'appui. Toute sa famille aura honte de lui et il va se mettre dans la bonne route. C'est comme ça qu'on change un pays. C'est comme ça qu'on change un pays. Donc ce n'est pas l'alternative qui nous manque. On a des personnes qui peuvent penser. On a des procédures qui sont sur pied. Donc, on est en train de travailler dans ce domaine-là. Mais avant de faire ça, il faut comprendre que le professeur Kamto a besoin qu'on crée un environnement propice pour que les politiques qu'il a voulu mettre sur pied commencent à fonctionner. Parce que si on ne fait pas ce que je vous dis là, vous pouvez appeler même Jésus au pouvoir. Le Cameroun ne va pas marcher. Parce que si le professeur Kamto dit qu'on a besoin de construire des routes ici et que les vampires décident de partir se coucher sur les routes, de partir mettre leurs serpents, leurs mboma, leurs je sais pas quoi, leurs dragons, leurs boîtes de sardines avec lesquelles ils voyagent là, sur la route ne va jamais marcher. La sorcellerie vous donne quoi? D'empêcher qu'on construise les routes vous donne quoi? On dit que là où la route passe, le développement suit, non? Mais après, vous vous plaignez que mon village n'a pas de route, mon village n'a pas ci. Mais vous avez votre part de responsabilité là-dedans. Il faut comprendre que on est dans un pays où la sorcellerie est devenue comme le pain qu'on achète à 150 francs quelque part. Vous voyez, il y a des messieurs dans des villages qui vous disent que non, je ne veux pas qu'on construise la route ici. Il vous dit, je ne veux pas qu'on construise de route dans mon village. Laissez mon village là comme c'est. Le monsieur a 87 ans. Il empêche qu'on construise la route. Et pour il n'aime pas celui si demain il va se lever. Ça lui sert à quoi? La nuit, ils vont avec leur mauvais esprit se cacher sous les routes parce qu'il faut empêcher aux gens de voyager. Ils vont manger. Si vous envoyez une équipe de techniciens là pour qu'on mette la lumière dans un village, les sorciers vont dire que nos vampires, nos totems vont aller où? Mais ils ne peuvent pas vous dire ça à voir. Ils vont vous dire qu'on ne veut pas la lumière ici là. Parce qu'il faut qu'ils mangent les enfants des gens. Et tous les gars qu'on va envoyer comme techniciens dans ce village là, ils ne vont pas dormir. Ils ne vont pas dormir du tout.
Les gars vont dormir avec les panthères, les hiboux et toute la sorcellerie que les Camerounais savent bien faire. Voilà comment on va les récompenser. Vous commencez à comprendre qu'il y a plein de domaines sur lesquels on peut critiquer le Cameroun. Utilisez la sorcellerie que vous avez dans le ventre pour de bonnes choses. Utilisez la sorcellerie que vous avez dans votre ventre pour de bonnes choses. À l'époque du maquis, mon arrière-grand-père me racontait souvent l'histoire. Les gars arrivaient parfois à être piégés par l'armée coloniale. Les gars étaient encerclés en un temps de mouvement. Les gars étaient encerclés. Ils ne savaient plus que faire, ils ne savaient plus quoi faire. Encerclés de toutes parts. Alors, mon grand-père me dit que c'est là où il a commencé à croire à la sorcellerie. Parce que moi, vous imaginez, moi, c'était pas trop ma chose. Alors, il me dit que les gars étaient encerclés. Les gars commencent à venir. Pour ceux qui ont connu l'histoire de Wabo, le courant et tout cela, mon grand-père était avec ces personnes-là. Alors, ils sont encerclés par l'armée coloniale. En un temps de mouvement, tu entends quelqu'un te sort un cri bizarre. Il crie là, après tu ne le vois plus. L'autre, il fallait qu'il touche l'eau. Dès qu'il touche une goutte d'eau, c'est fini, tu ne le vois plus, il a disparu. Chacun avait ses stratégies. D'autres devenaient des pierres, d'autres devenaient des mouches, des essaims d'abeilles. Je ne vous parle pas d'un film que j'ai vu. Je vous dis des choses vraies. Il faut que vous commenciez à comprendre que l'Europe se base sur la science parce que la science est la seule façon de nous faire nier qui nous sommes réellement. Pourquoi vous croyez en Dieu? Vous croyez en Jésus? Vous croyez au miracle que Jésus a fait? Mais vous croyez que les hommes ne soient pas capables de faire ce genre de choses-là? Peut-être pas au niveau de Dieu, mais ils s'en sont capables. Et on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Est-ce que Dieu a la peau? Non. Ça veut dire que c'est l'âme de l'homme, l'esprit de l'homme, la partie invisible de l'homme qui est à l'image de Dieu. Est-ce que Jésus est handicapé? Est-ce que Dieu est handicapé? Est-ce que Dieu a un pied? Non. Ça veut donc dire que c'est ce qui est en nous qui ressemble à Dieu. Bonne question, Kwalai. On a pu le dompter. Pourquoi? Parce que j'avais raconté l'histoire ici un jour. C'était pour que j'avais raconté l'histoire un jour, l'histoire du crabe. Si vous comprenez l'histoire du crabe, j'avais fait une petite allégorie sur le crabe là. Je crois qu'il faut que j'écrive ça pour donner à quelques enfants que je connaisse. Vous voyez, le crabe c'est un animal comment dire, formidable. Il a 8 jambes, 8 pattes. C'est façon on peut dire pattes ou quoi. Avec 2 pinces, 2 immenses pinces. Mais pour manger, vous savez quoi? Il mange très difficilement avec les pinces là. Les pinces là, c'est pour les autres crabes. Les 2 grosses pinces que vous voyez là, c'est pour les autres crabes. Ah, quelqu'un me dit, la sorcellerie est une science. La fabrication des armes est une sorcellerie aussi. Ah, on va revenir là-dessus. Je réponds un peu à Kwalai, qui demandait pourquoi est-ce que la sorcellerie n'a pas servi à se défendre contre les colons. Alors, je disais que le crabe, c'est pince qu'il a. Ce n'est pas pour attaquer les autres animaux hein, qui vont s'attaquer à lui, non. C'est pour les autres crabes. C'est pour ça que c'est aussi gros comme la tête du crabe. Pour bien attaquer les autres crabes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand les crabes sont dans un seau, ils ne laissent jamais l'autre crabe partir. Ils sont comme des serpents. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des hommes reptiliens qui sont tellement nuisibles pour les autres hommes. Le crabe tire la patte de l'autre vers le bas. Et c'est comme ça qu'avec la sorcellerie, ils ont commencé à se mettre eux-mêmes les bâtons dans les roues. S'il n'y avait pas eu de trahison, on n'aurait jamais pu prendre le Cameroun. On n'aurait jamais pu prendre le Cameroun. Et je suis content parce que c'est quoi qui demande, tu es en Allemagne. Si tu vas voir l'histoire des Allemands quand ils ont fait la guerre de 20 ans chez les Tika au Cameroun. C'est une histoire noire de l'armée allemande. Très noire. Parce qu'on les a tués comme des cafards. Il y avait un roi des Tika à l'époque qui il courait en direction des balles. Quand les gars ont vu ça, ils ont utilisé des lance-roquettes, les tout. Le monsieur, c'était comme du bois qui tapait sur son corps. Il avait pour mission de prendre le plus de têtes possible pendant les guerres. Et les têtes, il en avait. Les gars ont commencé à fuir. Ils ont fui pendant des mois et des mois.
Jusqu'à ce que quelqu'un réussisse encore à venir trahir quel était le secret du monsieur. Vous connaissez l'histoire du soldat qui était invincible. Il allait sur le champ de guerre, on tirait sur lui, on le brûlait même vif, on le prenait en captivité, le lendemain il ressortait en ayant tué tout ce qu'il avait pris en captivité. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un dise que son secret est dans sa plante de pied. Voilà comment les gars-là sont morts. C'est comme ça qu'ils sont morts. Il y avait un monsieur qui était très populaire, surtout dans la ville de Konsamba. Lui, il fallait qu'il touche une goutte d'eau. Vous ne le voyez plus. Jusqu'à ce que son propre frère aille le trahir et dit que isolez-le d'où il y a l'eau. Le monsieur a vécu le plein désert sur terre. Jusqu'à ce qu'on le prenne. Donc voilà comment ça va marcher. Maintenant pour mon frère qui disait que la sorcellerie est une science. La sorcellerie n'est pas une science. Pourquoi? Parce que le défi, le piège en fait, que l'occidental veut faire, c'est en t'accusant de n'avoir pas fait quelque chose, ou bien en t'accusant de ne pas être capable de faire la science, on t'oblige d'une autre façon à vouloir scientiser, ou de rendre scientifique ce que tu as, parce que lui n'est pas capable de le faire. Et en rendant la sorcellerie, entre guillemets, scientifique, on donne les mêmes moyens, parce que pour faire la science, c'est quoi ce qui... Il faut vous poser la question de base, c'est quoi la science? Comment on détermine... oui, sans problème, quoi, là, tu peux entrer après. Tu peux demander. Il faut comprendre que les matériaux, les instruments qu'on utilise pour déterminer que ça est scientifique, ou bien que ça n'est pas scientifique, ce sont des instruments qui sont encore des blancs. Ça veut dire que pour parler de la sorcellerie, tu vas écrire en français ou en anglais, de préférence en anglais pour que tout le monde puisse comprendre. Quand tu vas vouloir expliquer ce que c'est que la sorcellerie, tu vas donc commencer à utiliser les mêmes mécanismes des Européens. Et là, tu es en train de vendre l'image africaine. Tu es en train de vendre la culture interne, la culture sacrée, cachée. La seule chose que nous avons, que le blanc n'aura jamais. Et là, tu auras vendu ton peuple. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la sorcellerie, c'est une science. La sorcellerie est quelque chose. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. Seuls les sorciers savent ce que c'est. Tu vas expliquer comment un monsieur que la nuit, Madame Atangana devient le serpent. Tu vas expliquer un plan comment que la 23h, Monsieur Mbarga qui est en train de partir là, va devenir un lion. Tu vas lui expliquer ça comment avec les mots. Tu ne peux pas. Il faut que tu fasses qu'il voit. C'est comme au Cameroun, le procès qui avait donné lieu à un monsieur qui avait donné lieu à ce qu'on voit un monsieur manger une papaye sans toutefois l'ouvrir devant les juges. C'est pour ça qu'on a commencé à juger la sorcellerie au Cameroun, si vous ne le saviez pas. Donc, il y a des articles là-dessus, mais c'est ça en allemand, sinon je le remets à votre disposition. Donc, il faut comprendre voilà les problèmes auxquels on est confronté. Mais je dis que la sorcellerie peut être utilisée à bon escient. Pourquoi? Parce que les sorciers ont quelque chose de particulier. Je ne suis pas sorcier, pardon. Les sorciers ont quelque chose de particulier. En physique, on appelle ça la fréquence 16. C'est un niveau de vibration sur lequel quelqu'un peut se mettre. Et quand tu es à ce niveau-là, tu n'es plus seulement un homme. Tu n'es plus seulement un homme. Tu n'es pas, comment dire, tu es entre un niveau spirituel et un niveau physique. Ça fait qu'il y a des choses que tu vois, que tu entends, que quelqu'un de normal ne pourrait pas entendre et voir. Et imaginez-vous donc que les Camerounais qui pratiquent ce genre de choses-là, la sorcellerie est une pratique, mon frère, ce n'est pas une science. La science, les Blancs définissent la science comment? C'est un ensemble de pratiques. Un ensemble de pratiques, de mécanismes, de connaissances qui permettent de travailler dans un domaine. C'est pour ça qu'on dit par exemple la science de l'environnement, la science politique. C'est un ensemble de théories, de pratiques, de connaissances qui sont dans ce domaine politique-là. Mais la sorcellerie, c'est une pratique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'archives. Je ne sais pas si vous me comprenez. On commence à parler de science quand il y a des théories dessus qui sont écrites. Quand il y a des théories, quand il y a des travaux pratiques déjà faits là-dessus.
Mais la sorcellerie n'a pas encore été étudiée au point où on peut te dire que voici un expert en sorcellerie. Monsieur Atangana, vous êtes expert en sorcellerie, pardon, exprimez-vous. Comment est-ce que vous voyagez dans les boîtes de sardines? Je n'ai pas encore lu un ouvrage là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une science parce qu'on ne peut pas travailler ça dans un colloque ou bien dans un symposium. Imaginez-vous un symposium, le symposium des sorciers de Yaoundé, le symposium des sorciers du gouvernement Paul Biya. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une science parce que ça ne répond pas à la définition européenne. Et si on veut la définir comme les Européens, ça devient une science à l'européenne puis à l'africaine. Parce que la sorcellerie chez nous, c'est une pratique de la nuit. Et tout ce qui est dans la nuit, chez nous les Africains, c'est le tabou, on n'en parle pas. Et c'est parce que c'est tellement clair dans nos esprits que personne ne parle de la sorcellerie, on écrit sur la sorcellerie d'une façon théorique ou bien d'une façon scientifique. C'est pour ça qu'on ne peut pas donc mettre la sorcellerie comme étant une science. Bon, ceci dit, j'espère qu'on s'est compris. Donc, je n'arrive pas à te prendre Collins Nana. J'ai envoyé là, mais ça ne te prend pas. Essaie un peu de sortir, tu reviens. Ou bien tu mets ton téléphone à l'horizontale. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, mes frères, ça semble un peu amusant, mais c'est très important. C'est d'autant plus important que je vous expliquais que quand vous êtes un sorcier, que vous faites ce genre de pratique-là, parfois vous arrivez à voir des choses que les gens ne voient pas, entendre ce que les gens n'entendent pas. Vous écoutez tout le temps en Europe, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont des voyants. On vous dit en Europe qu'il y a des personnes. Il y a même l'autre, la Coupe du Monde, je ne sais pas, je ne me rappelle plus exactement de quelle année. Je crois que c'était l'avant-dernière Coupe du Monde, chez des hommes. Il y avait tu on appelle ça quoi? L'animal qui a 8 pattes là dans l'eau, c'est un saumon. Voilà, il y avait un saumon qui était capable de prendre le drapeau de tel pays et de tel autre pays et vous dire que tel pays va gagner, tel pays va perdre. Et ça marchait. J'espère que vous vous rappelez. Comment on peut avoir des poissons qui font ce genre de choses-là? Oui, renvoie ta demande. Comment, et même Kuala, il y a Kuala aussi qui voulait parler même avant toi. Renvoie la demande, je vais... Kuala, je dis toujours Kuala, désolé. Donc, comment on peut avoir des caractéristiques à des poissons et ne pas reconnaître que l'homme en a aussi? Ah, Salut, salut. salut, salut. Oh, mon frère Stevie, bonsoir, bonsoir. 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 Hmm. Ouais, ouais. Ah, je me suis mis sur mon 31, hein. Aujourd'hui, je fais quelque chose de particulier aujourd'hui. Donc, C'est j'ai dit ton qu'il faut que je... anniversaire? Ouais, ouais, c'est le jour que je suis né, ouais. Ah ouais, super, joyeux anniversaire, man. Joyeux Ah, anniversaire. merci. Merci, Ouais, merci. super. Je voulais ajouter à quelque chose parce que je me suis aussi posé la question pourquoi chaque fois qu'on raconte l'histoire du passé, l'histoire de nos combattants anciens et les techniques de combat qu'ils ont utilisées, j'ai toujours aussi suivi que les Égyptiens étaient très puissants, ils avaient des pouvoirs, mais je me suis toujours posé la question pourquoi on les a vaincus finalement? Pourquoi on a pu euh, subjuguer, subjuguer anéantir les Africains jusqu'à ce degré? Donc, donc j'ai réfléchi vraiment, mon frère. J'ai réfléchi à ce point. J'ai constaté un truc chez nous. Ce qui nous a manqué, c'était la transmission de la connaissance. Les connaissances que nous avions n'ont pas été transmises. Pourquoi? Parce que certaines personnes avaient des connaissances. Peut-être certains sorciers, peut-être certains magiciens, peut-être certains chefs. Mais ils gardaient cette connaissance pour nous dominer, nos propres frères, nous-mêmes. Ouais. Ils avaient les connaissances de disparaître, mais tu vois que finalement, c'est toujours celui qui avait la connaissance. Il y a une seule personne on pouvait tirer sur lui, il disparaissait ou les balles ne tuaient pas. Ouais. Mais le reste des gars, les balles les tuaient. Ça veut dire que ce mec avait ces connaissances-là, mais il n'a pas pu partager ses connaissances avec les autres. Il n'a pas donné la connaissance aux autres. Et c'est le véritable problème que nous avons. Quand nous maîtrisons, nous sommes égocentriques. Et c'est naturel chez les humains. Ce n'est pas que c'est un péché.
Mais c'est une erreur d'être égocentrique. Et c'est l'erreur que nous avons faite. Tu m'as fait penser à un cas, et ce que tu dis est tellement important parce qu'il y a des pays aussi où cela a été donné aux générations à venir. Le cas, il y a un monsieur au Ghana, il est tellement important dans l'histoire. Vous avez tous vu le film Excalibur, non? Il y a un Non, moi, film je n'ai là, pas vu. Excalibur. Il y a un film là, le titre c'est Excalibur, c'est l'histoire d'un roi qui aurait planté une épée sur une roche. Hmm. Et la prophétie dirait donc que la personne qui serait capable d'enlever cette épée-là deviendra le roi, quoi, le roi ultime. Et Oui, oui. l'histoire du film, en fait, c'est une histoire ghanéenne. Il faut que vous compreniez Ok. l'appropriation culturelle que l'Afrique subit. Alors, au Ghana, à Koumassi, dans l'hôpital de Koumassi, à la place centrale, à côté de ce qu'on appelle le Cultural University, l'université culturelle du Ghana, il y a un hôpital. Hmm. Dans cet hôpital-là, dans cet hôpital, il y a un roi ghanéen. C'était un magicien. À l'époque, on l'appelait les Émites. Le Ghana n'était pas Hmm. encore unis comme ils sont aujourd'hui avec les Ashanti et les autres peuples là, non. Il se faisait la guerre tout le temps. Et le jour-là, il y avait bien sûr des pratiques magiques dans cette guerre. Alors le monsieur est arrivé un jour où il y avait les rencontres entre tous ces rois qui se faisaient la guerre. Il a pris une épée, d'une taille approximative comme celle-ci. Tu vois les anciens sabres de nos grands villages là. Il a pris ça, il a planté dans la terre. Il a dit, vous allez continuer à vous faire la guerre juste quand vous allez réussir à faire sortir cette épée de la terre. Et cette épée existe encore. Je l'ai vue. J'en ai fait des photos. Elle est à Koumassi actuellement, à l'heure où je te parle. Même Mohamed Ali est reparti essayer d'enlever cette épée. Et cette épée est le symbole de l'union des peuples ghanéens. Voilà à quoi la sorcellerie a servi au Ghana. C'était juste un exemple comme ça pour que les gens comprennent qu'il y en a qui utilisent la sorcellerie, la magie à bon escient. Donc, je Ouais. pense que c'est ça c'est ça qui est le véritable problème. Parce que tu entends que, oh, les Égyptiens étaient puissants. Et je dis toujours aux frères africains que on a cette habitude de se glorifier des fiertés des autres. Par exemple, quand un homme ministre dans un quartier, tu vois, tout le monde commence à dire, c'est notre ministre, le ministre du quartier, c'est le ministre de la Ouais. famille. Donc, finalement, on ne travaille plus. On ne cherche plus nous-mêmes à devenir des ministres ou des docteurs. Dès qu'on a un ministre, on s'accroche chez lui. C'est la même chose qu'on a fait avec les puissants pharaons ou bien les sages égyptiens qui avaient Ouais. les sciences des pyramides et tout. C'était pas tout le peuple africain qui était puissant. Ce n'était pas tout le peuple. Parmi les peuples, il y avait des stupides. Il y avait ces Ouais. sérieux stupides et ce sont ces stupides parfois qu'on utilisait pour tirer les pierres et machin. Le problème, c'est quoi? C'était qu'il y a toujours une petite minorité qui détient la connaissance et qui la détient dans le but de contrôler les masses. Et maintenant, quand l'ennemi vient, l'ennemi s'arrange à détruire la personne, peut-être l'éliminer. Quand on l'a éliminé, on a éliminé le lien. La Tu vois un peu. capacité, oui. Et Oui. voilà. Oui. Donc, je Oui. pense que s'il fallait résoudre des problèmes aujourd'hui, on devrait comprendre que nous sommes à l'ère de la connaissance. Nous sommes à l'ère où la connaissance doit être diffusée. Si vous avez quelque chose que vous connaissez, si vous avez quelque chose qui peut aider l'autre à se développer, votre frère à se développer, léguez le savoir, diffusez la connaissance parce que c'est comme ça qu'on partage. Je finis avec, en racontant une histoire. Il y avait dans un village des rois, un chef, il avait 7 enfants. Et cet enfant, il, les a, il leur a enseigné la connaissance, n'est-ce pas? Mais Oui. il n'avait pas fait ça de manière, il n'avait pas transmis. Donc, il leur enseignait comment on fait, mais ce n'était pas vraiment transmis. Il a donc appris qu'il y avait des étrangers qui allaient envahir le village et qu'on allait partir, on allait tout prendre, toutes leurs richesses, tous leurs biens. C'est ce que Oui. le pâté a fait. Le pâté a pris une nuit, un soir, il a mis tous ses enfants ensemble. Il a dit à ses enfants, ok, vous allez réciter ce que je vous dis. Vous allez mémoriser ce que je vous dis là. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on peut me tuer, mais vous avez la connaissance en vous et vous pouvez
la partager aux autres. C'est comme ça Oui. il a ouvert les manuscrits de la connaissance et c'est comme ça qu'il a fait mémoriser ça par les pratiques de ces jours-là, de ces temps et de ce milieu à tous ces enfants. Les Blancs sont venus, les Blancs ont tué le monsieur. Les Blancs ont tué avec leurs armes à canon, ils ont tué le monsieur, mais ils n'ont pas tué la connaissance. Les enfants ont fui, c'est comme ça qu'ils sont allés avec la connaissance partout dans le monde, dans plusieurs endroits. Donc, je pense que c'est ça la véritable raison du fait qu'on n'a pas pu vaincre l'ennemi parce qu'on a caché la connaissance. Dès qu'on a un peu, on cache. Je vois même ça dans les réseaux. Si quelqu'un a peut-être une information, il cache. Si quelqu'un a quelque chose, il cache parce qu'il veut dominer, il veut dépasser l'autre. Il veut que quand il vienne faire le live, c'est lui qui connaisse la date, c'est lui qui connaît le réseau, le nom de l'avocat, le nom du dernier, je ne sais pas quoi. Et ça, là, je vous assure que c'est vrai. Que c'est dangereux. C'est vrai. Mais, pour terminer, je vais vraiment terminer. Ce qui est aussi vrai, c'est que il y a un degré de connaissance qui n'est pas permis à tout le monde. Toute connaissance aussi n'est pas bonne à dire à tout le monde. Il y a des connaissances que si on te donne, tu risques de te faire plus mal avec ça. Tu vois un peu? Et je pense que c'est pour ça qu'on a créé, même en Afrique, dans tout le monde entier, des cercles occultes où cette connaissance est donnée à des initiés. Donc, il serait plus important que chaque Africain apprenne à s'initier. Ça veut dire que quand on ouvre les écoles d'initiation, pour que les gens, on prépare les gens à recevoir la connaissance. Ça doit être un des désirs aussi des Africains, à s'initier, aller dans les écoles d'initiation. Ceux qui ont le savoir ouvrent des écoles, des temples d'initiation, que ce soit que les présidents ou bien les dirigeants permettent que ces écoles fleurissent comme l'école comme l'université de Boston ou bien je sais pas, des grandes universités. Il faut qu'on ouvre des universités de spiritualité ou de connaissance profonde des choses, de telle sorte que l'Africain aille s'initier, se préparer à recevoir un degré de connaissance. Et je pense que c'est aussi ça qui rend les gens fous. Au partout, là, tu vois beaucoup de fous. C'est quoi? C'est que finalement, quand les gens se mettent dans ces choses, ils s'y lancent là en désordre, ils se mettent à lire des trucs, ils se mettent à pratiquer sans avoir la maîtrise. Et finalement, au lieu de sortir pour aller construire le pont, ils prennent le balai pour aller manger quelqu'un d'autre dans la nuit. Il n'est pas méchant, c'est qu'il ne sait pas utiliser, et puis ça le mène là-bas, ça le ramène. Et donc, il ne sait pas utiliser, quoi. Donc, merci de m'avoir permis de participer. Non, de rien. Merci. Courage, joyeux anniversaire. Merci aussi. Donc, civilisation ici entre guillemets, vous voyez que, regardez l'importance que Shaolin, chez les Chinois a. Shaolin n'apprend pas seulement à bagarrer, non. Ils apprennent beaucoup les choses dont nous parlons maintenant, la magie chinoise, la magie, c'est très important pour nous. C'est pour ça que j'ai institué cette vidéo. Il y a assez ça autour de la liberté. Il faut qu'on apprenne à devenir libre. Une fois qu'on va toujours, tant qu'on va toujours penser comme les Occidentaux, on ne va pas être libre. On ne va pas être libre. Quand vous voulez voir à quel point vous pouvez être libre, discutez avec les enfants. Je travaille beaucoup avec les enfants. Et avec les enfants, vous apprenez à devenir libre. Parce que vous commencez à... Salut! Bonsoir, bonsoir, Steve. Salut! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Non, je vais bien, je vais très bien. Non, je vais très bien. Non, tu as parlé d'un sujet de la sorcellerie, donc c'est ça qui a fait que j'ai décidé de prendre l'antenne. Ah, les grands sorciers sont sortis alors des temps. Tu as tes écouteurs? Tu veux, je peux mettre les écouteurs. Attends, je vais mettre les écouteurs. C'est mieux parce que je m'entends. D'accord, d'accord, je mets l'écouteur, je vais prendre. Comment tu peux parler des grands sorciers? Il ne faut pas utiliser les grands termes comme ça parce que ça peut faire peur aux gens. Ah, il y a quelqu'un qui va intervenir par
ce sera difficile. Attends, je vais Normalement, tu peux Attends, appeler je par Messenger. Ce serait mieux. Allô, tu m'écoutes? Oui, 5 sur 5. Allô, tu Oui, m'écoutes? c'est bon, je t'écoute. Oui, c'est bon. Je t'écoute 5 sur 5. D'accord, d'accord. Non, il ne faut pas utiliser que les sorciers sont sortis, ça va faire peur aux gens. Qui Tu c'est? sais, donc, je vais expliquer un peu aux Camerounais qui ne croient pas à la sorcellerie. Mhm. Moi, je vous ai dit, je suis de Bazou. Je suis de la chefferie de Bazou.